Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Pour la 3e année consécutive, maintenant, place à notre émission rituelle pour revenir sur nos mangas de création francophone qui nous ont le plus plu cette année. On vous a préparé une petite sélection de titres qui, pour une raison ou une autre, valent le détour. Et encore une fois, ça va, il y a eu beaucoup de sorties et on va absolument pas être exhaustif. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle cette richesse. Donc on ne reviendra pas sur des séries en cours, par exemple, dans cette émission, comme Silence, Radiant, Reaper, Run to Heaven, Everdark, Freak West, bref, il y en a plein qu'on adore. D'ailleurs, il y a une sortie qui est prévue pour le 5 décembre ou début décembre. On en parlera un tout petit peu en fin d'émission, c'est le nouveau manga de Tony Valente. Nouveau manga de Tony Valente, je ne pensais même pas le dire un jour. Le cadeau de Noël qu'on n'attendait pas, Fabula Fantasia, une mini-série qui est dans le monde de Radiant, mais qui est très loin d'être totalement connectée à Radiant. Elle est vraiment accessible pour tout le monde, mais quelle bonne nouvelle, le nouveau manga de Tony Radiant. De Tony Radiant, ouais, c'est ça. De Tony Valente. Bah oui, non mais ça marche bien. Ça marche aussi, t'as raison. Tony Daran. Bah oui, ça fait plaisir. De la qualité pour Noël, c'est bien, c'est effet fête, quoi. Le top des mangas de création de 2025, c'est parti et c'est maintenant, dans cette 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de création de cette année 2025. Salut Robin, salut Cagnard. Salut. Vous avez bien fait vos devoirs, vous avez bien aimé plein de petites choses cette année? Bah ouais, on a découvert des choses hyper intéressantes dont on va parler là, mais non, franchement, chouette année. Moi, j'ai bénéficié d'une insomnie, mais qui est tombée pile au bon moment. Du coup, tous les titres dont on va parler là, je les ai tous lus d'un coup, donc c'était un bête de shot de lecture. Ou même relus pour certains qui datent du début d'année. Oui, parce que je me faisais un petit reminder, mais voilà, bête de moment de lecture entre 2h et 6h du matin. Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5e de couve. Nous pouvons couvrir aussi vos insomnies puisque c'est le podcast manga hebdo depuis bientôt 10 ans. Donc scrollez sur vos apps podcast, il y a de quoi faire une nuit blanche, 2 nuits blanches, il y a de quoi faire une bonne quinzaine de nuits blanches pour tout réécouter et encore. Vous allez vraiment pas beaucoup dormir, il y aura forcément une émission pour vous. D'ailleurs, ça m'intrigue, est-ce qu'il y a des auditeurs qui s'endorment en nous écoutant? Parce que moi, je peux pas du tout m'endormir en écoutant un podcast, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en t'écoutant toi, c'est... Ouais, non, mais pas moi, mais un podcast en tout cas. Moi, je le fais en écoutant d'autres podcasts. Ok, mais du coup, je veux savoir si les auditeurs, eux, le font sur notre podcast. Eh bien, dites-nous en commentaire et merci à tous de nous soutenir en écoutant. Et si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, partagez, laissez justement un commentaire ou une note et partagez l'épisode autour de vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette émission? Un top des mangas de création qui n'en est pas un. On va plutôt parler d'une sélection. Et évidemment, comme à notre habitude, même si on recommande fortement des titres, ne sont pas tous dénués de quelques défauts. On va en parler aussi, mais ça c'est pas grave, ce sont justement ce genre de défauts, toutes ces aspérités aussi qui font qu'on aime ces titres. On aura un projet édito d'envergure, de la fantasy, de la dystopie, du drame aussi, puis beaucoup d'émotions. Ces mangas, ceux dont on va parler dans cette émission, c'est Fabula Fantasia, c'est le projet Manga Isho, Odre, Shinzero et Yon avec lequel on démarre cette émission. Yon, un manga signé Camille Broutin, il y a déjà 2 tomes de disponibles, les 2 sont sortis cette année, c'est prévu en 4 volumes aux éditions d'Argo, Label Combo. Le résumé de Yon, on est dans le paysage plat et sans vie d'un désert de pierre où se trouve un internat disciplinaire. Depuis 7 ans, Margot y cultive sa solitude, transparente et stoïque, elle observe Dan et son groupe faire la loi dans les couloirs. Solveig se bagarrer dans l'ombre des bâtiments et Olga, la fille du directeur, faire la sieste au soleil. Elles sont en terminale et alors que la liberté se profile à l'horizon, de leurs 17 ans se produit le phénomène. Lorsque l'alarme retentit ce jour-là, il ne s'agit pas d'un entraînement, il s'agit vraiment du phénomène. Et donc, contrairement à d'autres mangas au pitch de base, ou au contour en tout cas qui pourrait être assez semblable à ce que je viens de raconter, on n'est pas dans un récit Yashikei avec les filles qui partent de l'école et qui vont errer dans un monde où il y a une espèce de phénomène étrange, non. On n'est pas non plus sur un huis clos avec des tendances gore, genre des monstres qui attaquent l'internat, on a déjà vu ça aussi. On est sur de la survie, ok,
mais avec des touches de fantastique, des touches de SF. On est sur quelque chose que je me souviens pas avoir déjà vu. Bah, je pense que c'est un peu un mélange entre guillemets de toutes ces influences-là. Moi, c'est clairement là dans la sélection dont on va parler dans cette émission, c'est mon chouchou de tous. Vraiment, je trouve que c'est un titre qui a une personnalité incroyable, un sens du mystère. Il dévoile ses éléments petit à petit. Il y a une vraie, comme je disais, une vraie personnalité. Il y a une inventivité dans cet univers parce que t'as pas décrit vraiment ce que c'était que le phénomène, mais on est vraiment, en gros, c'est une espèce de pluie de petites balles qui tombent sur le sol et visiblement, si on entre en contact avec ces petites balles, on devient soi-même une petite balle, quoi. Donc, faut même s'imaginer des grêlons, voilà. Voilà, c'est une petite boule qui... Voilà, vous êtes sous une pluie de grêle. Si la grêle vous touche, vous êtes la grêle. Et sachant que quand tu lis le tome 1, la seule info, c'est ça que tu as, tu ne le vois pas. C'est-à-dire que tu vois pas le phénomène vraiment interagir sur les gens, les transformer et tout. Des choses peut-être que tu vas plus voir dans le tome 2, et du coup je trouve qu'il y a vraiment cette façon de distiller les choses, de distiller le mystère, les révélations et le suspense que ça amène, c'est assez incroyable. Et je trouve, moi, ce qui me plaît le plus, je pense, dans ce titre, c'est la qualité d'écriture des personnages. Il y a vraiment une bonne galerie de personnages, t'en as cité quelques-uns dans les petits résumés, et vraiment ils ont chacune, parce que c'est que des jeunes femmes, elles ont chacune une vraie personnalité, un truc qui apporte quelque chose à l'intrigue, et notamment l'héroïne principale, quoi. Et c'est un manga qui donc se situe vraiment toujours dans cet internat. En tout cas sur les 2 premiers volumes, on ne sort pas de cet espace, on reste oui, c'est vraiment un huis clos, dans un huis clos, mais un huis clos ouvert entre une unité de lieu, quoi. Exactement. Ouais. Et voilà, c'est juste pour essayer de vous projetiez, vous mettiez en tête un peu à quoi ressemble ce titre. Bah, en fait, je vais rebondir sur le résumé que tu viens de dire. C'est le résumé éditeur. Hein. Je le trouve hyper bien écrit. En fait, c'est la première fois que je le vois, tu vois, et que je l'entends. Et je trouve qu'il est hyper bien écrit, il s'arrête pile au bon moment, il est pas factuel. Même le résumé est dans l'ambiance, je trouve. Et oui, c'est assez rare qu'on félicite un résumé. Enfin, tu vois, là, en le lisant, vraiment, je sais, mais c'est bien écrit, ça s'arrête pile au bon moment. Il y a même une info. Moi, je savais pas que ça faisait 7 ans qu'elle était là-dedans. Moi, j'avais oublié, en tout cas. Il y a une info qu'on récupère dedans. Alors, moi, c'est tout pareil que Robin. Hein. C'est un titre que j'ai trouvé vraiment génial. Dès les premières pages, c'est un manga qui va réussir à te happer, tu vois. Alors, moi, je sais que c'est avec son découpage qui est très cinématographique, avec des cases qui sont vraiment très horizontales. Là, évidemment, on est obligé de penser à Fujimoto avec Look Back, et qui avait le même genre de case très horizontale. Et en le lisant, en plus là, tu as ce cadrage dès les premières pages. Bah, je trouve que ce type de cadrage, c'est idéal pour créer une vraie ambiance, une vraie atmosphère. Là, je sais que je vais me poser, et je suis un peu comme au cinéma. Je suis dans, vous allez me raconter une histoire, et moi, ça me met dans une ambiance vraiment à chaque fois parfaite je suis à l'écoute d'une histoire. Et puis parlons du personnage principal, des personnages, mais surtout de Margot. Margot, c'est la personnalité, ou même l'absence de personnalité, je sais pas comment le prononcer. On a du mal à la saisir, on a du mal à la cerner comme il faut, et je trouve que ça rend le récit vraiment curieux. D'ailleurs, le fait qu'elle se dévoile pas du tout. Elle veut rien dire, hein, sur elle, finalement. Elle dit pas pourquoi elle est dans l'internat, elle dit rien sur ses origines. Bah, je trouve que ça nous aimante à elle, d'autant plus qu'elle est assez maligne, et ça on le voit d'entrée. Elle a l'air quand même plus intelligente que la moyenne des filles de l'internat, et ce mélange d'austérité dans son caractère et de son intelligence, je trouve que ça nous accroche. Bah, c'est une héroïne qui est vraiment bien maîtrisée pour le coup. On commence avec ce personnage dans les tout premières pages, vraiment on voit tout de suite qu'elle est associable, hein, elle est montrée comme ça, voire limite je trouve qu'elle a le profil parfait d'une victime, et attention, elle va pas se faire victimer du tout, hein. Et ce qui est assez magique, c'est que très rapidement elle passe en ultime survivaliste, et le fait qu'elle soit solitaire, d'ailleurs si vous remarquez dans le manga, elle se parle beaucoup plus à elle-même qu'elle ne parle aux autres. Bah, en fait je trouve que même ça c'est hyper intelligent, parce que c'est le point d'entrée parfait pour un récit de survie. Qui dit récit de survie dit forcément que l'esprit de groupe va être primordial, quoi. Et en même temps, elle révèle jamais ses plans. Elle est vraiment, comme tu dis, elle se parle beaucoup à elle-même. Et c'est ça qui me plaît aussi dans son personnage, c'est que c'est vraiment un perso. Tu sens, c'est l'archétype du perso qui va devenir leader malgré elle. Tu vois, c'est pas du tout une prédisposition qu'elle a, comme tu peux avoir dans ce genre de récit où, à un moment donné, il faut que quelqu'un soit le Jack Shepard de l'équipe. Et là, pas du tout, c'est pas du tout son truc. Mais comme elle a les compétences, finalement, c'est les circonstances qui vont l'amener à devenir leader, quoi. Et c'est là où c'est malin, parce que le manga commence au tout début par le choix de préfet, donc de délégué de classe, quoi, entre guillemets.
Elle n'est pas du tout choisie, bien évidemment. Elle est même pas dans la compétition, ou elle est vraiment à part. Même du système scolaire, elle est à part. Elle est toute seule dans son coin. Et c'est marrant d'avoir ce choix de préfet au tout début du manga et de voir comment ça se retourne totalement. Ça se retourne de fou. Et le pire, c'est que tu vois, je trouve qu'elle est même pas attachante pour le lecteur. Et ça aussi, en fait, c'est une vraie force du récit. Parce que je la trouve pas forcément attachante, voire on voit très rapidement des mauvais côtés de sa part, mais en même temps, elle compense par son côté ultra badass. Moi, je trouve ça attachant. Oui, non, mais c'est ça que je trouve magique. Mais ça vient petit à petit, on n'a pas essayé de la rendre attachante par les trucs de personnalité habituels. Là, c'est juste qu'on est face à un perso qui est ultra badass. Elle maîtrise son univers, son environnement, elle garde son calme. T'as l'impression que tu peux pas la prendre au dépourvu malgré ce phénomène. Et je trouve que c'est un contre-emploi qui est parfait au final, parce que t'as toujours cette figure habituelle d'un perso féminin dans un monde de survie, et où très rapidement tu vas essayer quand même de t'attacher à elle. Et là, elle a pas besoin d'être attachante, elle est impressionnante pour le lecteur. Après, ce qui la rend attachante quand même, malgré tout, c'est sa relation avec l'autre gamine qui dessine, et c'est vraiment aussi leur relation à elle2 qui va créer un peu, j'imagine, enfin moi je trouve que c'est un peu comme ça que l'autrice a réfléchi son truc. Olga, effectivement, la fille qui dessine, mais même avec Solveig au début, dans le tome 1, en tout cas, finalement, tu vois que le duo fonctionne. Ça marche parce qu'elles sont très très opposées. En fait, que tu sens que ce qui va marcher, c'est que Margot, elle est très utilitariste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle réfléchit ses plans, elle réfléchit pour que ça marche, et elle va se rendre compte que chaque autre gamine a une compétence qui va lui être utile, et en fait, c'est aussi, enfin, qui va être utile à la survie de tout le monde. Après, elle a un côté où elle les utilise comme des outils, beaucoup. Pour l'instant, mais c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas ce côté vraiment attachant avec elle, parce que et tu sais qu'elle en fait, elle est vraiment dans un état d'esprit de ah oui, mais moi je vais survivre. Je sais combien de temps ça va durer, je vais survivre. Alors que tu la vois direct en sociopathe, entre guillemets. Elle a un côté un peu sociopathe, même si on la voit sauveuse à certains moments, mais là où tu vois toutes les autres filles qui sont plus paniquées et qui se disent ça y est, c'est fini, on va mourir, elle est là, non mais moi je sais comment, j'ai un plan, tu vois, je sais comment on va faire. Plus que sociopathe, je la vois comme étant incapable de communiquer réellement avec les autres, et que c'est ce qui lui donne ce côté étrange. Mais j'aime bien ce côté froid sociopathe, parce que je pense que ça va être justement ça, sa quête. Sa quête dans sa tête, c'est survivre suffisamment de temps. Et en fait, non, évidemment que ça va nécessiter de s'ouvrir quand même aux autres. Comme je le disais, c'est vraiment un des codes du récit de survie. Tu peux pas survivre seul. Et elle, ce qu'elle veut pour le moment, c'est vraiment survivre seule. Donc c'est sûr que ça va être sa quête thématique, on va dire. On a fait l'univers, enfin l'histoire, le personnage principal, les personnages. Graphiquement, faut qu'on se projette. Comment on peut qualifier le trait de Camille Broutin ? C'est solide. Non mais ça veut rien dire. Mais non, mais en vrai c'est magnifique. Enfin moi je trouve que c'est aussi ça qui te happe dans l'univers, c'est qu'il y a quand même une maîtrise du dessin qui est assez formidable. Cagnard a pas mal parlé du découpage, de la narration et tout, mais même en termes de traits, c'est super lisible, c'est super élégant. Et puis c'est vraiment, moi c'est impressionnant parce que déjà, c'est quand même faut se dire que c'est une autrice française qui se met à vouloir faire du manga, donc ça représente une quantité de travail, il faut tomber 200 pages et tout, avec 500 avec une qualité constante, et le tome 2 il est encore plus gros que le tome 1, il fait 280 pages, et vraiment la qualité, c'est jamais au détriment de la qualité, quoi. C'est impressionnant, tu ouvres les premières pages du tome 2, t'as une espèce de scène de bagarre entre les filles qui est chorégraphié à merveille et tout, et après c'est tenu, enfin moi je trouve ça assez impressionnant. Alors après en termes de style, pour le définir, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est un style malgré tout assez épuré, je pense, qui cherche à aller dans l'efficacité, mais avec une élégance dans le trait, quoi. Il y a un truc vraiment elle arrive vraiment à allier l'efficacité et l'élégance. Moi je trouve ça vraiment bluffant, quoi. C'est vrai que c'est un style qui est très léger, c'est un style limite qu'on accorderait plus sur du tranche de vie, du yashikai comme tu disais. Et effectivement, je parlais de bande horizontale pour définir un petit peu cette ambiance cinématographique, mais l'une des choses que j'ai adoré, c'est que c'est un récit qui devient très vite un récit d'invasion et donc de fuite, et elle fait des super scènes de fuite, et du coup ça laisse la part belle à des scènes d'action comme tu disais, et je suis totalement d'accord, c'est vraiment bien maîtrisé. Et le pire, c'est que c'est un récit qui est vraiment très rythmé, quoi, qui ne s'arrête pas, ça enchaîne. Et pour tenir un découpage comme ça, franchement, c'est impressionnant. Je suis d'accord, je n'ai pas de meilleur mot que impressionnant, parce que elle a quel âge ? 50 ans pour avoir autant de maîtrise, je trouve ça vraiment ouf. J'ai pris une claque de lecture, quoi. Pour rejoindre le côté personnage et le côté graphique,
Et je vais aller sur les décors. Moi, dans ce genre de récit, j'adore le rôle de l'internat. L'internat, c'est presque un personnage à part entière. Il est présent dans toutes les cases. Il est dessiné aussi avec beaucoup de minutie par moment. On a des schémas pour comprendre aussi où on en est, dans quelle pièce on est. Ça a l'air assez grand en plus. Et l'internat, je trouve que c'est bien parce que c'est plus rigide qu'une école, mais c'est beaucoup plus souple qu'une prison. Résultat, t'as le pire et t'as le normal qui peuvent vraiment se côtoyer. Tu peux avoir des gens qui sont pas dangereux, qui ont pas fait beaucoup de choses très graves, et d'autres qui ont pu aussi qui ont pu faire des choses beaucoup plus graves, qui vont être au même endroit. Et ça te donne une galerie de personnages et une galerie de possibles qui est assez intéressante, parce que ça soit ceux qui ont des choses inavouables. Peut-être que Margot, d'ailleurs, a des choses inavouables, elle veut pas l'avouer de toute façon. Oui, sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais on sait que toutes ces filles, a priori, ce ne sont pas des gentilles filles. Elles sont envoyées dans cet internat. C'est un peu un truc correctionnel, quoi. Internat correctionnel, donc nous, en tant que lecteurs, on a le code. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, derrière, nous, on va imaginer des choses que l'autrice nous dit pas dans le manga, et ça je trouve que c'est un ressort aussi super intéressant, ce ressort de l'internat. C'est quelque chose d'assez marquant pour moi aussi. Ouais, carrément. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que on a vraiment affaire à un titre qui vient convoquer des choses, je trouve, en termes de création, encore une fois, parce que là on parle aussi de ça, c'est-à-dire que c'est un titre qui est aussi intéressant parce que c'est pas fait par une japonaise, et ça vient convoquer, je trouve, des œuvres assez original dans la création, tu vois, genre souvent quand tu vas prendre un auteur franco-belge ou qui fait de la BD hybride, etc., il va souvent te citer les mêmes choses. On avait reçu Mathieu Bablet, il cite les gros titres, les trucs cultes et tout, mais il va pas forcément toujours te citer des œuvres relativement récentes pour dire que ça l'a influencé. Et là, je trouve, alors on n'a pas eu l'occasion de parler avec Camille en direct, mais on a l'impression de voir des références assez récentes. Type, moi j'ai pensé à Journée Beyond Heaven parce qu'il y a le côté internat. Bon, dans Journée, c'est une espèce d'orphelinat chelou, mais il y a ce truc un peu d'enfants qui sont de la fuite, qui sont enfermés ensemble, même dans le trait, hein, et qui doivent s'enfuir dans le trait aussi. Et puis t'as cité Fujimoto. Je trouve que dans le trait aussi, ça se voit d'une certaine manière. On a un peu presque l'impression de lire du Fujimoto en plus clean. Tu vois, des fois quand tu vois la minutie de son trait, mais en même temps. Je sais pas comment elle arrive à imposer aussi des images qui s'arrêtent avec très peu d'éléments, tu vois, genre vraiment un fond neutre et juste un visage et tout. Elle arrive à créer c'est son background ciné comme Fujimoto. Exactement, une vraie rupture, et ça, on sent l'influence de Fujimoto. Je sais pas si elle est présente, mais moi en tout cas je l'ai ressenti, et je trouve ça assez appréciable dans du manga de création de voir aussi on sent que c'est une autrice de son temps, dans le sens où elle lit des trucs de maintenant et que ça la nourrit aussi, quoi. Ouais, quand la première fois, j'avais tout de suite pensé à Dragon Head, à Mochizuki. Je sais pas pourquoi, naturellement la lecture, c'est vrai qu'il y a une vibe. J'ai eu Dragonhead dans la tête. Je pourrais même pas dire pourquoi, mais des ados chelous. Ouais, évidemment. Des ados qui doivent survivre. Mais là aussi, il y a une parenté un petit peu moins glauque que Dragonhead, parce que mine de rien, Ion est un récit de survie, mais qui en même temps convoque beaucoup une bonne ambiance aussi. Donc il y aura, je suis d'accord pour Dragonhead, mais il y aura pas ce côté aussi glauque, on va dire. J'ai eu un petit peu la même chose parce que moi ça m'a beaucoup rappelé L'école emportée au final. Le pitch est assez proche quand même. Oui, c'est ça, dans le sens où tu as un danger qui vient de l'extérieur et de l'intérieur de l'école, et que c'est des gens qui ne sont pas censés pouvoir survivre, mais là qui vont tenter de survivre. Mais c'est la même. Tu as L'école emportée est beaucoup plus violent que Lyon, mais ça m'a rappelé un petit peu ce genre d'ambiance là. Et l'ambiance, comme tu dis, l'école, c'est un élément qui, je trouvais pas. Comme tu dis, l'école, l'internat, normalement, c'est des séquences. C'est pas une histoire. Enfin, t'organises pas un huis clos dans une école où... Et puis, ça permet assez facilement d'intégrer le fait que les adultes sont plus là, en fait, d'une certaine manière. C'est vrai. Il pourrait y en avoir, mais là, tu peux naturellement te dire, il y a plus d'adultes parce qu'ils sont dans un internat. Puis mais donc, tu l'imagines, genre, un récit d'invasion zombie, des choses ou invasion de monstres, des trucs un peu plus gore, un peu plus... ou survival, tu sais, où ils vont pouvoir s'entretuer, etc. Tu l'imagines. Ça en prend tous les codes et finalement, ça en détourne beaucoup. Ouais, ça part dans une autre direction. Je sais pas. L'impression que j'ai, c'est que ça part dans une autre direction, ouais. C'est l'invasion la plus ridicule que j'ai vue de ma terre, de mon histoire, et en même temps la plus inquiétante que j'ai vue de mon histoire aussi. Tu vois. Alors, le phénomène, justement, d'habitude,
dans la plupart des séries télé, romans, bandes dessinées, tout ce que vous voulez, le phénomène, moi, l'attaque extraterrestre, la nature de l'attaque. La nature de l'attaque, c'est le truc que je veux absolument savoir. C'est ce qui me capte le plus, qui va me tenir en haleine. Là, ça m'intéresse pas. Finalement, tout le reste m'intéresse beaucoup plus. Les relations entre les persos. C'est fou. Ouais, non, mais c'est. Qu'est-ce qui s'est passé marrant. chez moi? J'ai pas compris. T'as mis ta concentration sur un autre point. Moi, j'avoue que le fait qu'on soit perdu sur ce phénomène en tant que lecteur, je trouve que ça rajoute un malaise supplémentaire, tu vois, parce que tous les persos savent quel est ce phénomène. C'est pas la première fois qu'il arrive sur Terre. Normalement, ils sont entraînés à ce phénomène, et donc ils sont tous en train de très bien comprendre la dangerosité. Et ça crée, je trouve, un très bon décalage avec le lecteur qui, lui, il voit juste des petites balles qui tombent, tu vois. Et ça m'a beaucoup évoquer la force du hors-champ, parce que vous vous doutez bien qu'avec une invasion, à un moment il y a des victimes quand même, mais en fait tout ça tu ne le vois pas spécialement. Du coup moi ça m'a créé un vrai malaise de tout le monde est au courant. J'étais dans la même position qu'Irène pendant l'attaque des Titans, tu vois, où j'avais envie de taper la main l'épaule des autres, mais dites-moi genre qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi il se passe ça, sachant qu'en plus dans le tome 1 en tout cas ce que tu sais c'est que le risque que t'as c'est de devenir toi-même une petite boule, quoi. Donc tu sais c'est même pas impressionnant graphiquement, c'est même pas genre tu vas exploser ou tu vas imploser ou tu vas y avoir un truc gore et tout. Non, c'est vraiment juste tu vas devenir une petite boule, quoi. Faites attention, il y a une petite boule. Et t'es là, oui, mais pourquoi? Mais tout le monde a compris que c'était hyper dangereux. Donc toi, en tant que lecteur, tu captes très vite que ça crée vraiment un décalage qui est assez unique. Et alors, tu vois, vraiment, qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à ce tome 1? Déjà rien du tout. Mais en plus, s'il y a bien un truc qu'il n'y avait pas dans le tome 1, je trouve, c'était de l'humour. Et j'en attendais pas. Je voulais pas spécialement d'humour. Je trouve que l'ambiance est déjà parfaite comme ça. Et là, en lisant le tome 2, il y a un petit ajout d'ambiance avec des phrases qui sont vraiment plutôt drôles, des bons échanges. Je pense même niveau dessin, il y a certains visages, ça me rappelle beaucoup ceux de One. Vous voyez ce genre de visage avec les yeux tout ovales qui n'expriment absolument rien, et ou même Machel par exemple, tu vois, ce truc vraiment genre mon visage, le regard vide un peu, ouais. Et c'est vraiment genre tout ce qui lui manquait alors que j'en avais pas besoin. Enfin, vraiment, je trouve que c'est dingue, cette autrice maîtrise tout. Là, pour le moment, c'est genre 20 sur 20 sur 2 tomes, vraiment, c'est une pépite. C'est l'un de nos mangas favoris, tout manga confondu de cette année. Ça s'appelle Yon, c'est signé Camille Broutin. Vous avez déjà 2 tomes et si j'ai bien lu les interviews qu'elle a fait, au moins une, les 2 autres sont censés arriver l'année prochaine. Eh ouais, je chôme pas. Donc bon courage. Et petit conseil, lisez le tome 1 et 2 d'affilée. Vraiment, lisez les 2 d'affilée. La suite de cette émission, c'est avec Shin Zero de Mathieu Bablé, qu'on a reçu il y a quelques semaines maintenant pour la sortie de sa bande dessinée qui s'appelle Silent Jenny, mais en début d'année, aux côtés de Guillaume Singelin pour le dessin. Il a écrit le manga Shin Zero. On a donc un volume qui est disponible. Il nous a confirmé dans cette émission que le volume 2 devait sortir en février de l'année prochaine, donc ça va arriver assez vite. Le manga est prévu en 3 volumes, un point c'est tout, ça aussi il nous l'a confirmé. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres au label 619. Shin Zero, de quoi ça parle? Il y a 20 ans, le dernier kaiju, le monstre géant venu des mers, a été vaincu par des Sentai, un groupe de justiciers colorés. Aujourd'hui, les Sentai ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, ils sont relégués à des petits boulots mal payés, gardien dans un magasin par exemple, vigile devant un magasin. Warren, Nikki, Héloïse, Satoshi et Sophia essayent ainsi de trouver leur place dans ce monde désabusé où les héros ont totalement disparu. Ouais, voilà, on a face à un titre hyper malin, graphiquement hyper impressionnant, c'est vraiment un régal pour les yeux. On sent que c'est vraiment 2 auteurs qui ont du savoir-faire, qui se font plaisir mais qui nous font plaisir aussi. Et vraiment moi j'ai été totalement séduit par ce tome 1, alors que franchement les Sentai c'est pas mon truc à la base. Parce que c'est peut-être du Sentai qui parle pas beaucoup de Sentai. Ouais, mais tu vois vraiment je peux même vous dire que j'y suis un peu allé reculons en me disant franchement, c'est vraiment pour les auteurs. C'est vraiment pour eux que je fais ça. Ouais, quoi. Ça, et en fait, j'ai été complètement séduit par la proposition. Je trouvais ça hyper malin, hyper beau. Et maintenant, je suis surtout curieux de savoir la suite parce que le tome 1 nous a vraiment raconté pas mal de choses, mais il se concentre quand même énormément sur cette métaphore sociale dont tu as parlé dans le résumé, c'est-à-dire et si les Sentai étaient en fait devenus des livreurs Uber, tu vois. C'est ça, parce qu'il faut essayer de l'imaginer comme ça. Ils ont une application.
Ils signent un contrat avec des conditions de merde. Ils doivent juste cocher, effectivement, des conditions de merde où ils doivent juste cocher. Et puis, ils ont des petits boulots, il faut commencer par le plus bas. Voilà. Et après, ils sont notés, ils ont des étoiles, et selon leur rang, ils peuvent monter et avoir des jobs plus intéressants, etc. Et surtout, en plus, ce qui était aussi très malin de la part des auteurs, c'est d'avoir placé les héros dans un contexte qui est qu'ils vivent en coloc. Et ils sont tous Sentai, mais ils font tous des boulots avec des agendas qui se synchronisent pas forcément complètement. Ils sont pas tout le temps ensemble, mais ils vivent ensemble. Oui, parce que c'est un petit boulot. Voilà, c'est vraiment des petits boulots. Sentai, c'est un petit boulot. Et je trouve que sachant que évidemment le seul, c'est le héros, enfin le personnage principal, qui est le seul qui croit encore que les Sentai vont redevenir des héros. Donc c'est aussi ce qui crée le décalage sympa. Mais vraiment, je trouvais que ce tome 1 a été très 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 intelligent dans la manière dont il dépeignait cet univers et le rendait super crédible, notamment à travers le contexte des personnages principaux qui était vachement proche de la réalité, alors qu'on est dans un monde fantastique, quoi. Avant de laisser la parole aussi à Cagnard, juste pour qu'on arrive à se projeter pour ceux qui ne l'ont pas lu, on est sur un récit à la fois action et tranche de vie. Oui, si parce je te que le dis comme ça, tu valides? En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous le vendent, parce qu'au final, dans le 1, il n'y a pas énormément d'action, on peut pas dire. Enfin, il y a des flashbacks, des souvenirs, qui te montrent qu'il y a eu de la baston et que les Sentai étaient des héros qui se sont battus contre des monstres. Mais t'as des pages qui sont phénoménales. Les héros, qui sont très très belles graphiquement, encore une fois, mais la trajectoire des héros pour l'instant est vraiment concentrée sur ce côté métaphore sociale et un petit peu enquête, parce que voilà, le héros à un moment donné va essayer de se demander si les kaijus vont pas revenir, etc. Et du coup, c'est ça la promesse, je trouve, qui est très excitante, c'est de se dire, là en fait, on a déjà un tome 1 qui a une espèce d'unité en soi, quoi, qui nous a raconté un truc, et on a un peu l'impression que les autres tomes vont nous raconter autre chose, et moi c'est ça que je trouve très excitant, parce que j'en attends beaucoup et je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont nous proposer, quoi. Alors moi du coup à la base je suis pas hermétique au Sentai, hein, j'en ai regardé beaucoup. Alors c'est plus quelque chose que je consomme maintenant, mais voilà, j'aimais bien les Sentai, donc ça peut m'évoquer un truc. Tu regardes quand même tous les YouTube du Power Rangers vert. Oui, mais c'est juste ces combats de MMA par contre. Et oui, je suis assez d'accord. C'est vraiment la grande force du titre, parce que tu viens pour le côté Sentai. En tout cas, moi, j'y allais pour le côté Sentai, et tu te fais surprendre finalement à tomber sur un récit tranche de vie, comme tu dis, Maxime. Malgré ce côté tranche de vie, il y a énormément de clins d'œil pour les connaisseurs de Sentai. Il y a vraiment des petites rêves qui sont balancées à droite à gauche, et t'as pas besoin d'avoir cette culture pour comprendre. Tu peux complètement passer à côté. Tu les verras pas, c'est pas grave. Le titre n'est pas venu pour raconter ça. Et du coup, je trouve que c'est hyper malin, parce que j'avais vraiment ce côté où j'étais là, je vais voir des Sentai, mais en fait, tu les vois beaucoup plus souvent en soirée entre eux aussi, à se poser des questions sur eux, et du coup il y a une vraie surprise à ce niveau-là. Ouais, et déjà il y a un truc en termes de clin d'œil, il y a un parti pris graphique qui est super intéressant, c'est que le titre est entièrement en noir et blanc, sauf les seules touches de couleur qu'il y a, c'est les costumes des Sentai, parce que forcément c'est un univers qui est très codifié en termes de couleurs, avec chaque Sentai qui a en général une couleur. Vert, jaune, voilà. rouge. Et dans la culture Sentai, que pour le coup je connais pas super bien, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que chaque Sentai de couleur correspond un peu à un espèce d'archétype de caractère, etc. Et il joue un peu aussi sur ces éléments-là, quoi. Mais est-ce que ça a réussi à te pousser à aller genre sur internet en disant attends, je vais trouver une bible du Sentai, je vais essayer de comprendre à quoi correspond quoi. Du tout. Je pense que j'ai compris les blagues sans avoir besoin de faire ça. Mais non, justement, c'est là où c'est fort aussi, quoi. Après, c'est deep, hein, le Sentai, quand tu mets moi, j'ai un collègue qui a un doigt, une main, un bras dans le Sentai. Dans le costume. La phrase est folle. C'est dur pour lui. C'est deep. Franchement, c'est dur pour lui. Hein. Mais en même temps, il est passionné, donc je comprends. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté où c'est un récit qui fait l'inverse de ce que j'attends d'un récit Sentai, qui doit normalement être hyper exaltant et avoir une fin heureuse, tu vois. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Du coup, c'est marrant, parce que en tant que lecteur, je me suis beaucoup retrouvé dans le Sentai rouge, qui lui rêve d'une vie héroïque. C'est un petit peu ça qu'on a oublié de dire sur le bouquin, c'est que les kaiju ont disparu, en fait. Oui. C'est pour ça que les Sentai n'ont plus vraiment de boulot et qui sont relégués à des jobs de garde du corps ou autres. Et du coup, moi, je me retrouvais vachement dans son truc, parce que lui, il est persuadé que les Sentai, les kaiju existent encore, qu'il y a une manipulation, qui vont revenir. Et moi, du coup, j'étais un peu avec lui, parce que j'étais en mode genre, mais ouais, vas-y, j'aimerais bien qu'ils reviennent aussi, les kaiju. Mais en même temps,
je pense que c'est très malin parce qu'en fait, c'est un récit qui a pris beaucoup de temps dans son tome 1 pour présenter tous les personnages, pour faire des relations entre tous les personnages. Et maintenant, je pense que ça va être là que ça va sûrement s'accélérer vers autre chose sur les prochains tomes. N'empêche que, je vais être honnête avec vous, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un coup de spleen, mais hallucinant en terminant le premier tome, quoi. C'est vraiment un récit sur l'adolescence qui est une des phases les plus difficiles à vivre. Et là, en plus, ça ne parle pas que d'adolescents, parce que même quand on voit les parents des héros, mais ça va pas, quoi. Personne ne va très bien. Ça décrit très bien la morosité de la société actuelle, je trouve aussi, tu vois. Alors, j'adore, j'ai vraiment adoré, mais ça m'a foutu le cafard. J'avais envie de prendre tous les persos dans mes bras et de leur dire, ça va aller, attends le tome 2, il y aura des kaiju et tout. Mais c'est vraiment un tour de force. C'est assez marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai lu un autre bouquin comme ça, où genre, je sais que je n'aime pas les récits qui me foutent trop le bad, mais par contre, j'aime bien en lire quand même, juste pour me rappeler que j'aime pas qu'on me foute le cafard, tu vois. Je préfère les petites boules mystérieuses blanches. Mais là, c'est vrai que force est de constater que ça marche super bien. Ouais, et après il y a un truc intéressant dans ce titre aussi, je trouve, c'est le format, parce que c'est un titre que nous on a classé dans nos mangas de création de l'année, mais en fait pour moi on est presque plus proche de la BD hybride, sans aller jusqu'à ce que Mathieu Bablet propose en solo avec Silent Jenny, qui a vraiment un format très BD avec couverture cartonnée, etc. Mais je trouve qu'on est vraiment dans cet équilibre, peut-être qui va un tout petit peu plus lorgner vers du côté du manga, mais un équilibre super intéressant dans justement la personnalité que ça donne au titre, tu vois. Et même l'objet, il n'y a pas de jaquette, c'est un format souple avec des rabats, ça se lit en sens de lecture français, etc. Donc je pense qu'il y a un équilibre qui marche bien pour à la fois parler au lectorat manga comme nous, mais aussi au lectorat BD qui a juste envie de lire un récit d'aventure. J'ai eu l'objet entre les mains, je me suis pas posé la question, mais après, je me suis dit, c'est un manga. En vrai, c'est de la sémantique à deux balles, parce qu'au final, on s'en fout. Tout ça, manga, BD hybride, tout ça, c'est de la BD, et c'est des codes qu'on connaît, et là, force est de constater que ça fonctionne super bien, donc peu importe comment on l'appelle, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça serait vraiment une erreur d'essayer absolument de le comparer à un manga ou même à un récit de Sentai classique. C'est vraiment de la BD moderne, comme tu dis, voire limite, j'y trouve un côté post-moderne, tu vois, parce que elle se sert d'un des trucs des plus codifiés de la pop culture, c'est-à-dire la culture Sentai, pour parler d'un malaise générationnel et d'une manière très intimiste. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, dans nos émissions de création, je pense que la barrière manga, ça fait déjà un moment qu'elle est tombée, et que ça soit Yon ou que ça soit ce récit, je pense qu'on est pile dans ce côté hybride que moi j'adore, qui est porté par une génération de jeunes auteurs, tu vois, qui parfois viennent de l'animation. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un vrai afflux d'animateurs qui débarquent dans la bande dessinée. Et oui, et j'adore cette idée de BD hybride, parce que si on regarde il y a encore 15 ans, BD hybride, ça voulait dire de la BD dessinée avec un style manga moche, et maintenant je trouve que BD hybride avec le fameux style manga, avec le style manga, alors que là maintenant c'est pas une honte de parler de BD hybride, c'est même une très bonne chose, quoi. Shin-Zero, donc signé Mathieu Bablet et Guillaume Singelin. Le mot de la fin pour toi, Robin. Non, mais juste pour faire un petit focus sur Guillaume Singelin, parce que Mathieu, on l'a reçu et tout, et on n'a plus besoin de vous dire à quel point il est talentueux, ce garçon. Mais Guillaume Singelin, vraiment, si vous connaissez pas, gardez un œil sur ce qu'il fait, parce que pour moi, c'est vraiment l'un des tout meilleurs dessinateurs actuels. Il a vraiment un style et une maîtrise qui est absolument fabuleuse, qu'on retrouve dans ce titre, qui finalement s'éloigne un petit peu de son style habituel, parce que Guillaume a moi je trouve une patte, c'est que souvent il fait des personnages un petit peu chibi, un petit peu déformés, on va dire, en termes d'anatomie, et qui met dans des décors super bien fouillés, super bien foutus. Et là je trouve qu'il va vers un truc peut-être presque un peu plus réaliste pour lui, et ça lui va très bien aussi. Enfin, vraiment, ce mec est... Guillaume Singelin, c'est de grosses séries, c'est pas mal d'histoire dans Doggy Bag aussi. Voilà. Et Frontières, qui était son dernier album en solo, qui a plutôt bien marché aussi. Mais voilà, faut donner de la force à ce garçon. Soyons honnêtes, lisez tout ce qu'a fait Guillaume Singelin. C'est vraiment un tueur. Si vous aimez le manga, si vous aimez ce qu'on aime, vous serez pas déçus, je pense. La suite de cette émission avec une nouveauté, ça s'appelle Eudre. Moi j'étais sur ODD. Ah oui, alors il y a un R à la fin, c'est pas un D.
Audre, c'est signé Maxime Truc au scénario, Loïc Cassou au dessin. Loïc Cassou qu'on avait reçu dans cette émission à l'époque, En quand duplex. on avait en duplex par téléphone exactement, quand on avait reçu Nicolas Forçant pour Nemo. exactement. Ouais, voilà, ça c'est pour vous remettre un peu de contexte pour ceux qui écoutent toutes les émissions. Le premier tome vient de sortir pour Audre, c'est prévu en 2 volumes et c'est aux éditions Kana. On est au 9e siècle après Jésus-Christ, dans les terres froides et reculées du nord de la Germanie. L'Allemagne, là-haut, là-bas. Un illustre guerrier scandinave s'est retiré loin des conquêtes et des batailles sanglantes. Mais un drame impliquant une jeune fille du village voisin va le sortir de sa retraite et réveiller ses fantômes. La quiétude de la forêt va alors laisser la place au bruit et à la fureur. Chez moi, ce manga, Audre, ça a été super organique. J'ai eu beaucoup de mal à l'analyser et je peux pas me mentir à moi-même, j'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions à la lecture. J'ai été touché, j'ai été triste, j'ai été enragé à un moment donné, j'étais en colère. C'était très primaire, mais qu'est-ce que ça fait du bien dans une journée de ressentir plein d'émotions comme ça. Vivant. Bah ouais, c'est bête, mais ouais, carrément, ça m'a fait du bien, j'étais content. Alors que c'est pas joyeux, quoi. Hein, C'est quand t'as su que le mec s'appelait Maxime, c'est ça? Les pleurs, c'est à ce moment-là? À peu près, ouais. Moi, j'avoue, j'ai été assez séduit au premier abord. Je trouve qu'il y a une richesse graphique, une séduction graphique qui marche assez bien. Je trouve qu'il y a un travail sur les décors, sur l'atmosphère générale. En fait, cette forêt, c'est vrai que tu as parlé de organique, elle a ça, quoi. Cette forêt, elle est vraiment présente, elle est très, 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 très détaillée. On sent que c'est un travail qui a été poussé pour nous plonger dans cette ambiance, quoi. Ouais, et forêt très perméable, très imperméable. Oui, voilà, c'est ça. Avec il y a peu de lumière qui passe, ouais, quoi. C'est ça, qui bouche l'horizon, qui est mais en même temps super détaillé. Enfin, je sais pas après quelle technique il a utilisé pour la représenter, mais il y a vraiment un souci du détail, je trouve, qui est en vrai assez rare dans du manga, parce qu'on sait que c'est un médium où il faut produire vite et souvent ce qui en paye le prix, c'est les décors, tu vois. Et là, on sent qu'il a poussé ce truc pour vraiment nous plonger dans cette ambiance. Moi, j'ai un peu ressenti, j'ai un peu l'impression de lire Torgal en version manga, quoi. Il y a vraiment cette espèce d'ambiance étrange, tu vois. Je me souviens plus du tout de Torgal. En fait, moi. Torgal, bon, c'est pour peut-être nos vieux auditeurs, c'est une série de BD au Lombard de Jean Van Damme et Rosinski, qui est donc une saga qui s'inspire de l'imagerie viking, mais qui en fait parle de plein d'autres trucs. Et elle a vraiment cette ambiance de t'es dans un univers viking, mais c'est un peu étrange, tu vois. C'est un peu dans le mystique. Voilà, il y a toujours un peu de mystique, un peu de choses comme ça. Et il y a un énorme twist à la fin du tome 1 d'ailleurs. Voilà, exactement. Et là, je trouve qu'on retrouve, alors c'est pas du tout la même histoire, mais on retrouve cette espèce d'ambiance d'être dans un univers nordique un peu bizarre. Et je pense que cette ambiance et cette atmosphère, notamment liée à cette forêt qui est en fait un personnage en soi de l'histoire, je trouve, il joue beaucoup. Après, j'ai été moins touché par les chara-design, je les trouve un peu... Les personnages... ouais. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. Ça m'a un peu... je trouve que c'est peut-être là où le titre tire moins son épingle du jeu. Et l'intrigue, bon, toi, elle t'a plu parce que ça a été primaire, comme t'as dit. Moi, je trouve que là, à la fin du tome 1, ça manque un peu de fond pour moi, mais on est très beaucoup sur du ressenti, des émotions, des choses violentes qui arrivent, mais le fond de l'histoire me manque un peu, quoi. J'ai un peu du mal à capter où on est, le contexte, etc. Voilà, ça, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner par la suite, quoi. Et toi, Cagnard ? Oh bah moi les amis, un manga de création français sur les Vikings. Tous les voyants étaient au vert, hein, évidemment. Et c'est vrai que c'est un manga qui te met dans l'ambiance tout de suite, quoi. D'autant plus parce que moi ça m'a évoqué Vinland Saga tout de suite. Hein. Dans le chara-design, il y a des persos qui y ressemblent. Et dès les premières pages, vraiment, les dessins, ils sont là pour te montrer toute la maestria du dessinateur, quoi. Il sait y faire et j'ai l'impression qu'il veut montrer vraiment toute l'étendue de sa palette dès le début. Alors vraiment, j'ai adoré le dessin, même si voilà, parfois je pense qu'il pourrait y aller un peu à l'économie, doser un petit peu plus, en fait, pour laisser des moments de respiration et justement alterner. Mais j'ai vraiment vu une démonstration de force niveau dessin, quoi. Moi, pour rebondir sur ce que Robin disait, je suis aussi assez curieux de savoir où ça va vers le tome 2 et je suis presque déçu finalement de savoir que ça va se boucler en 2 tomes parce que j'en ai peut-être pas eu assez, je sais pas. Ça m'a fait poser des vraies questions sur ce qu'on va trouver dans le 2. Où est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'on va rester dans cette forêt ? Ou est-ce qu'on va revoir le berserker loup Isulf ?
Iswulf. Où est-ce qu'on va voir le duo Guldbjörn, c'est compliqué les noms, pardon. Avec Sin, c'est ça. Bon, ça va. Sin, ça allait. Mais c'était les autres noms, c'est assez compliqué. Mais bref, est-ce que ça sera un duo justement entre ce berserker et la jeune fille? Est-ce qu'on va totalement la laisser partir ailleurs? Je sais pas du tout où on va sur ce tome 2, mais le fait de ne pas savoir me rend encore plus curieux. C'est assez marrant. Cette maison en 2 tomes, elle te limite énormément. Et effectivement, moi j'ai l'impression que va pas y avoir de grandes surprises dans le tome 2 parce que ça m'a beaucoup évoqué un roman de fantasy français qui s'appelle L'épée de glace. C'est fait par Olivier Guay, c'est en 2 tomes. Et t'as vraiment la même structure de scénario. Alors, c'est à chaque fois là que je trouve ça dangereux parce que c'est hyper ambitieux d'invoquer cette figure de domination, genre tu as enclenché le berserker vraiment, et dans le tome 2 on va voir la folie du berserker, tu vois, normalement, hein, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est un peu dans cette structure qui est fait les épées de glace. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est toujours un peu casse-gueule d'invoquer ce genre de figure de domination vraiment absolue très rapidement dans le tome 1 parce que maintenant il y a des promesses à tenir dans le tome 2. Ouais, tu penses que ça va être très Taken quoi, il va arriver, il va exploser des tronches. C'est comme ça que je le vois. Les épées de glace, c'est fait comme ça. On te parle pendant tout un tome d'un mec qu'on va chercher, d'un mec qui a été banni du royaume et compagnie. Et donc on te fait monter la sauce de ce mec-là. On te la fait monter. Et tome 2, ça y est, hein, le berserker est lâché. Et tout le tome 2, c'est un massacre. Alors que là, vraiment, dès le début, tu le vois. Il est là, il est déjà présent. Il a déjà eu 1 ou 2 combats, mais il s'est pas trop montré. Donc maintenant, oui, la suite, on va être entre les 7 mercenaires, tu vois. Il va protéger le village. Et du coup, c'est vrai que cette tomaison, mine de rien, sans cette tomaison, j'aurais pas pensé aux épées de glace en fait. C'est vraiment en terminant le tome 1 et en voyant que c'était en 2 tomes, je me suis dit, ouais, il y a des chances que ça soit ce genre de récit on va invoquer pas une créature, mais un mec qui est devenu quasiment une créature divine et on va voir la foudre s'abattre sur les hommes, ces pauvres fous qui n'ont pas cru en ce berserker, tu vois. Après, c'est 2 gros tomes. Hein. Ouais, et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a vraiment surpris, c'est la fluidité de lecture, parce que, alors, je pense qu'il y a un truc dans le découpage qui est assez cinématographique aussi, parce que tu citais les premières pages, on a une espèce de zoom arrière où on part d'un œil d'un aigle, je crois, ou d'un corbeau, je sais plus, et on recule, et vraiment, il y a ce truc où il prend à la fois il prend son temps pour nous mettre dans l'ambiance en déroulant comme ça des scènes muettes sur pas mal de pages, mais ça crée aussi un vrai truc page turner où t'es pris dans un rythme qui s'impose et qui est très très fluide. Et ça, honnêtement, en vrai, c'est son premier manga officiel à ces 2 auteurs, c'est leur premier manga officiel, et c'est assez bluffant quand même d'arriver à imposer un rythme et une narration aussi fluide. Pour la première fois, c'est vraiment le truc en général le plus difficile à atteindre, c'est une maîtrise dans la narration. Et mais là, surtout, moi, c'est le truc qui me bloque, c'est-à-dire que si j'ai mon œil qui freine, qui bloque ou qui comprend pas ce qui se passe, ou j'ai besoin de retourner en arrière pour comprendre, etc. C'est pour ça que je n'étais pas 100% d'accord avec toi sur les chara design, parce que même ça m'a pas. Non, mais là, ça m'a pas bloqué à part les noms, tu vois. J'ai bloqué juste sur les noms que j'ai eu du mal à lire, mais ça c'est chez moi. Moi, c'est plus une question de, ça m'a pas bloqué, mais c'est juste, je me disais que c'était. Moi, je trouvais pas ça giga inspiré dans le sens où voilà, c'est des gros. Lui, c'est un gros balèze, on l'a déjà. Enfin voilà, bon bref, je veux pas. Oui, t'as pas trouvé qu'ils étaient originaux. Non, pas spécifiquement. Après, il y a un truc que je trouve aussi intéressant avec ce titre, c'est son positionnement, parce que sur le marché. Parce que Kana le vend comme le premier seinen de création. Bon, alors après, la formule est tournée où on ne sait pas s'ils veulent dire leur premier seinen de création ou le premier seinen de création, parce que ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais déjà, Yon s'est sorti avant, donc. Oui, puis il y en a eu d'autres des seinen. Mais voilà, il y en a eu d'autres. Mais par contre, J.D. Morvan a sorti d'autres seinen. C'est pas le premier seinen de création de la collection d'Arcana. Tu sais, vas-y, on pousse un peu les potards. Si, il y a moyen. Voilà. Mais après, non, quand tu réfléchis au marché actuel, finalement, t'en as pas vraiment eu qui ont été vendus comme seinen. En fait, voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Et après, peut-être que c'est aussi ce qui explique pourquoi moi, il y a des trucs dans le titre qui ont moins marché sur moi, c'est que ce qu'a dit Cagnard, on a un peu l'impression qu'ils ont voulu pousser les potards du seinen à fond. Dessin chargé, univers âpre, bingo de l'ultra-violence, il y a un viol, des animaux morts, des mecs qui se font trancher des bras, etc. T'as tout ce qu'il faut, quoi. Des têtes explosées. Voilà, des têtes explosées et compagnie. On sent qu'un peu ils ont voulu pousser le truc, genre ça c'est du vrai seinen mon gars et tout. Mais en même temps c'est assez intéressant parce que voilà, est-ce que on n'assiste pas vraiment au fait que ça y est, maintenant les gros éditeurs assument
de se dire oui, le manga de création, on en a fait un peu avant, c'était beaucoup du shonen parce que c'était ce qui marchait, mais là on peut aussi se dire maintenant on a capté aussi que peut-être que ce que les lecteurs de seinen, qui sont en général des gens un peu plus âgés, plus mûrs, qui sont plus curieux, plus ouverts à d'autres choses, c'est peut-être ça en fait qui va les intéresser, c'est d'avoir de la création, des propositions différentes. Et moi je trouve ça cool de se dire qu'il y a une espèce de nouveau segment qui se crée avec des titres comme ça, qui se disent, et Yon est peut-être pas on va dire vendu comme ça ou labellisé comme ça, mais en vrai il rentre un peu dans ce truc, quoi. C'est des titres qui n'ont rien à voir dans leur approche, mais qui pourraient correspondre à un segment de marché relativement similaire, et je trouve ça super intéressant que ce soit assumé, quoi. Surtout que ça marche, alors chez moi ça marche en tant que lecteur, parce que je l'ai dévoré d'une traite, et que j'avais le sentiment d'être devant un seinen, et donc du coup forcément le bingo marchait chez moi, et ça marche dans les ventes aussi parce que ça s'est mieux lancé que beaucoup de shonen de création, donc pour l'instant le bingo est gagnant en tout cas. Et par ailleurs, je trouve aussi que ce manga est plutôt à sa place dans le marché français actuel. Je sais pas, je trouve qu'il arrive au bon moment, la proposition est bonne. J'ai pas eu un sentiment de déjà vu en plus en le lisant. Il y a un truc un peu bon moment, bonne époque, bonne période. Et l'objet sur les étals, clairement, moi je trouve tire son épingle parce qu'il a ce côté, c'est quand même un gros bottin parce qu'il a beaucoup de pages et tout. Donc tu sais, il ressort du lot, quoi. T'as pas l'impression que c'est un manga comme un autre, quoi. Il est là. Alors, après voilà, il est peut-être poussé un peu par l'éditeur aussi, mais je trouve que l'objet en lui-même déjà a aussi son originalité. Ordre de Maxime Truc et Loïc Cassou aux éditions Cana, le dernier mot pour toi, Cagnard. Moi au final, à la fin de la lecture du tome 1, j'attends de lire le tome 2, mais je vais vous avouer, je suis beaucoup plus curieux de la prochaine série du duo. Si, ils bossent encore ensemble, évidemment. Mais là, je le vois comme un petit one-shot de préparation. Tu sais, les one-shots. Double shot. Un double one-shot. Mais tu sais, comme les chapitres que les mangaka gagnent, tu sais, le premier concours qu'ils gagnent, tu vois. Donc, je trouve ça carré, je trouve ça bien, tu vois. Mais je suis beaucoup plus curieux parce que je pense que ce duo, ce que j'ai lu en tout cas, annonce de très belles choses par la suite, quoi. Ça s'appelle donc Ordre ODR. La suite de cette émission avec non pas un manga mais un projet éditorial. Fallait bien qu'on le... C'était compliqué de pas en parler en fait finalement, parce que c'est sorti cette année, et quand on parle de manga de création en France, impossible de ne pas parler de Manga Isho. Manga Isho, c'est donc une sorte de magazine. 4 numéros sortent cette année, 3 sont déjà disponibles, il y a le 4e qui arrive au mois de novembre. C'est proposé, c'est une collaboration entre 4 éditeurs de manga, un éditeur allemand, un éditeur franco-belge, un éditeur espagnol et un éditeur italien. Et donc dans chaque numéro, il y a une sélection de 300 pages de manga. Il y a des chapitres d'histoires courtes, il y a des histoires à suivre, il y a Renaud Lemaire, je crois, dans le premier numéro. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on voit, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui participent. Et c'est super curieux, et il y a beaucoup à lire. Ouais, et puis en vrai, c'est un projet assez unique dans sa configuration éditoriale. C'est vraiment, comme tu dis, une espèce de projet multi-éditeur comme ça. C'est vraiment, moi, je pense que c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça aussi coordonné, quoi. Après, moi, je vous avoue, en lisant, des fois, je trouve pas ça toujours très clair sur le contenu de ce que je suis en train de lire. Tu vois, genre, tu me dis que des fois c'est des spin-offs, des fois c'est juste des chapitres un peu fit Renaud Lemaire, et en vrai je me dis mais c'est quoi, c'est un extrait d'un truc qui va être plus long, c'est un spin-off, c'est un chapitre exclusif, tu trouves que ça manque d'édito dans l'explication? Et je trouve que, en tout cas, moi, de ce que j'en ai lu, j'ai pas lu tout Manga Isho qui est sorti, mais de ce que j'en ai lu, j'étais un peu des fois perdu dans qu'est-ce que je suis en train de lire en fait exactement, sachant qu'en plus c'est des titres qui sont issus de catalogues d'éditeurs différents, de pays différents, donc c'est ça aussi qui est compliqué, quoi. Mais c'est aussi tu viens de définir le projet, c'est une machine. Ouais. Et une machine, c'est des histoires, c'est beaucoup d'auteurs, c'est beaucoup d'éditeurs. Par exemple, on n'a pas toujours une page très claire entre chaque histoire. Ouais, voilà. Tu vois le titre de chapitre, mais si tu fais pas attention, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, j'ai changé d'histoire, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas, t'as pas une page blanche ou une page de texte. C'est-à-dire, il n'y a même pas une page titre? T'as une page titre mais qui parfois est déjà le début de l'histoire. Ouais. Okay. Et par conséquent, tu te dis mais pourquoi? Mais en fait si on connaît tous les auteurs et ils font tous une petite page en plus. Ouais. Et donc à un moment donné il faut faire rentrer ça. Et
T'imagines que c'est quand même 4 éditeurs de 4 pays différents, Mais avec personne pour coordonner bien vraiment. sûr, voilà. Mais c'est ça, je pense que Cagnard avait mis le doigt dessus. Ça manque d'édito, ça manque d'incarnation éditoriale. Après, c'est logique. Voilà, il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Ouais, puis en plus, t'imagines, faut trouver. Donc je sais pas comment. Faudrait trouver, je sais pas, quelqu'un d'un autre pays, tu sais, qui aurait pas. Ouais, c'est comme un arbitre dans un club de foot, mais je sais que dans des matchs de foot en Coupe d'Europe. Après, voilà, je suis pas dans les dessous du truc. Je sais pas comment ils bossent ensemble, mais c'est vrai que de ce que j'ai cru comprendre, chaque numéro et la couverture est issue d'un manga d'un des pays. Il change à chaque truc. Mais peut-être qu'il faudrait carrément se dire, c'est l'éditeur du pays en question qui gère l'édito de ce numéro entier, tu vois. Et même si il y a des séries d'autres éditeurs, il y a un truc un peu plus, il y a une histoire aussi qui se raconte dans le projet. Et là, moi, c'est ça qui me manque un peu, c'est que j'ai un peu l'impression presque de lire un produit promo, quoi. C'est-à-dire, je lis des histoires qui suivent les unes après les autres. Je me dis, bon, bah oui, ça doit être des trucs qui sortent chez ces différents éditeurs. Mais tu vois, il n'y a pas le lien, le truc qui crée vraiment le. Parce qu'ils lien, conçoivent pas le magazine comme les Japonais vont concevoir leur magazine. Et même s'il y a des histoires, moi, qui m'ont plu dès le premier numéro, je vois une vraie progression à chacun des numéros. Là, au 3e, je trouve que la machine se huile peu à peu. Ouais, mais voilà, mais clairement, je pense que c'est. Là, on juge aussi. De toute façon, c'est un peu comme les mangas. Hein. Si tu juges sur son tome 1, en général, tu vois que le tome 10, que c'est pas le même. Hein. Donc, clairement, c'est un truc qui va se huiler et j'espère pour le mieux et qu'à la fin, on aura vraiment une vraie proposition, un truc où tu te dis. J'attends chaque trimestre mon prochain manga isho, qu'est-ce qu'on va y découvrir, quelles sont les rubriques, parce que ça manque peut-être de rubriques, de choses comme ça, quoi. Mais de toute façon, là, de ce que je comprends, c'est absolument pas les auteurs ou les histoires que vous critiquez, c'est plus le côté laboratoire foutraque à l'échelle européenne. On analyse plus qu'on critique, mais oui, c'est ça. Attends, même une critique est une analyse aussi, et on y a droit, tu y as droit, Maxime. Tu as droit à la critique, mais en même temps, comme vous dites, enfin, rien que moi, le fait d'entendre à l'échelle européenne, pour moi, c'est déjà un suicide. Un suicide économique, tu vois. Donc, j'ose à peine imaginer le laboratoire que c'est, quoi. Que j'étais en Europe, que j'étais en Italie la semaine dernière. C'est pas vrai. Eh bien, si. On a pas reçu 150 photos. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, chaque manga isho sort au moment de l'un des festivals les plus importants autour du manga dans le pays en question. En plus. Pour la France, ça va être Japan Expo, donc numéro autour de Japan Expo. Mais ça veut dire pour qu'ils l'Allemagne, respectent le calendrier de chaque festival et tout. Tout à fait. Pour l'Allemagne, c'est Leipzig. Pour l'Espagne, c'est Barcelone. Et pour l'Italie, c'est le festival de Lucca. Je veux l'histoire de la création de ce magazine en manga. Ça, je veux par contre. Et donc j'étais à Lucca, j'ai vu tous ces auteurs dédicacés, énormément de manga isho. Il y avait une file d'attente. C'était assez phénoménal. Donc il y avait des Français, des Italiens, enfin tout était mélangé. Ouais. Okay. Il y avait Jean Zarbo, autrice que j'aime beaucoup, qui apparaît là dans chaque numéro, qui était là aussi. Et ils sont super rodés maintenant. Ils dédicacent à une vitesse. C'est un truc de malade. Et les gens repartent avec un shikishi avec genre 10 dessins de chacun des auteurs dessus et tout. C'est overstylé. Ouais, je pense pour les lecteurs, c'est ça qui est cool aussi, c'est de se dire des auteurs européens, c'est des auteurs sur lesquels on a plus de proximité, plus de possibilité de les rencontrer, d'avoir une dédicace. Ça, c'est aussi une plus-value, entre guillemets, qu'on cite pas toujours. Quand on parle de manga de création, on parle beaucoup de est-ce qu'ils vont réussir à faire comme les Japonais, avoir le même rythme, etc. Mais en fait, il y a ça aussi, quoi. C'est tout simplement des auteurs avec lesquels vous allez avoir plus de proximité. Et les auteurs se voient entre eux, du coup. Et en plus, les auteurs se voient entre eux. Ça peut créer un laboratoire à ce niveau-là aussi. C'est vachement intéressant. Ouais, tout ça est très, très vertueux, quoi. Alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que, vu qu'ils dédicacent sur des shikishi, parce que bon, tu peux te faire dédicacer le magazine, mais. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, tous les auteurs ne sont pas dans tous les numéros. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a une idée, à un moment, il y a une finalité que chacun ait son manga, ou genre il n'y a aucune garantie de ça. Pour le moment, c'est juste le magazine et on voit. Il y a un vote en ligne à chaque numéro. Et donc il y a des par rapport au vote, ils voient aussi quel manga est plus populaire, quel mangaka est plus populaire. Okay. Ils ont déjà annoncé une première sortie de manga, enfin pas un titre précis, mais disons, on aura notre premier manga en 2027, tu vois, ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas vu d'annonce particulière. En tout cas, au moment où on enregistre cette émission, peut-être que ça va arriver pile entre le moment où on la sort et où on enregistre, mais voilà. Et donc tout ça, c'était au festival de Lucca, qui est une sorte de mélange entre Japan Expo, Angoulême et le Comic-Con.
C'est malade, c'est-à-dire que t'as autant de la série télé que du jeu vidéo, que de la bande dessinée franco-belge, italo-franco-belge. Dans une vieille ville italienne magnifique. Dans une ville toscane absolument incroyable. Et il y a un monde de fous malade. C'est quoi notre pourcentage d'auditeurs en Italie ? Je ne sais pas, Ça serait Cagnard. intéressant, hein. Ça serait intéressant quand même de savoir. Mais il est monumental ce festival. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, le plus vieux festival de BD d'Europe. Ouais. Avant Angoulême, et du coup, pas que de BD et maintenant. maintenant, pas que de Oh, faut qu'on se fasse une sortie tous ensemble là-bas. Ah bah quand vous voulez, hein, même en dehors du festival, si vous voulez y aller. Maintenant, on a quelqu'un qui connaît. Donc. Alors j'ai les bonnes adresses pour les bars à bière, pour les restaurants, pour les épiceries. Alors, aussi. on a déjà une auditrice qui a une brasserie. Donc, si jamais vous êtes un auditeur ou une auditrice qui avait une brasserie en Italie, n'hésitez pas. Vers Luca, on sera ravis de. Ah oui, alors j'ai une très bonne ref en bière aussi maintenant. Bref, allez au festival de Luca si vous avez l'occasion. C'est assez spécial. T'as vraiment des zones. Hein. T'as des zones. Autant t'as la zone Japon manga. Figurines, animés, etc. Mais t'as aussi une zone médiévale, t'as une zone horreur, fantastique horreur. Ah, quelle zone pue le plus ? C'est un parc à Stéphane qui pue le plus. C'est en plein air, tu sais, donc. Ah, d'accord, ok. Et les malins, j'imagine qu'il faisait beau en plus. Non, pas du tout le premier jour. Les 2 premiers jours, il flottait, mais tu devais courir d'une zone à l'autre. Ah ouais, c'est un parc à thème en fait. C'est ça, quoi. Un petit peu, ouais. Ça donne envie en tout cas. Hein. Mais c'était trop chouette. Bref, voilà. Dans tous les cas, Manga Isho, c'était un peu le projet éditorial à côté duquel on ne pouvait pas passer nous dans la 5e de couve cette année. Ouais, bah c'est une initiative à soutenir quoi qu'il en soit, parce que ok, peut-être c'est une machine qui est en train de se huiler, mais en vrai toutes les opportunités pour mettre la création en valeur, on parlait de Nicolas Forçant, Nemu, c'est un autre genre de dispositif qui est super intéressant à ce niveau-là, qui est plus sur justement la BD hybride, mais en tout cas moi je trouve que quand tu as des initiatives comme ça qui mettent la création en valeur, c'est bon à prendre, et en plus là c'est porté par des gros éditeurs. Voilà, on parle quand même de Kana en France qui est l'un des principaux, Kagurabashi, Naruto, qui est l'un des principaux éditeurs Star Comics en Italie, c'est aussi Kagurabashi. Star Comics ils ont tout. De toute façon c'est simple, ils ont tout ce que Kana a et Glénat a, ils ont tout ça quoi. Donc c'est vraiment le plus grand d'Italie. Bon, l'Allemagne, le marché allemand et espagnol je connais moins, mais j'imagine que c'est des éditeurs du même tonneau. Donc là c'est vraiment cool de voir qu'une initiative comme ça est portée par des gros éditeurs. Ça s'appelle Manga Isho et le 4e numéro arrive là sur la fin d'année. Pour finir cette émission, je vous l'avais promis. Alors c'est tout frais, hein. C'est tout frais puisque ça sort que le 5 décembre. Moi je l'ai lu il y a 7 heures, ce manga à peu près, 6 heures. Ça s'appelle Fabula Fantasia, c'est le nouveau manga de Tony Valente. Le tome 1 sort le 5 décembre. C'est une mini-série, mais j'ai pas le nombre, j'ai pas la tomaison précise encore, je sais même pas si elle est déjà prévue. Ça sort aux éditions Ankama, bien évidemment. Fabula Fantasia, le nouveau manga de Tony Valente, ça parle d'un monde bien avant la naissance de Seth, du monde de Radiante, bien avant l'apogée de l'Inquisition, un monde empli de magie et de reliques enchantées. Un monde où la féerie côtoie le banal, où le fantastique et le fabuleux sont partout, des objets enchantés convoités par tous. On finit par ordonner la société entre les dominants qui en possèdent et qui ont les moyens d'organiser la quête des reliques, et le peuple qui a appris à admirer ses héros et à magnifier leur quête, jusqu'au jour où un jeune homme va décider d'enrayer l'injustice et l'arbitraire du pouvoir. Quelle claque! Oh là 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 là. J'ai pas beaucoup eu le temps de repenser encore à ce manga, de construire une quelconque analyse, mais j'ai envie de dire waouh quoi. Mais quelle réaction normale de toute façon, waouh, face à un manga de Tony Valente, c'est toujours waouh. Non mais il y a des idées dans l'univers, je me souviens pas avoir déjà vu ça dans d'autres mangas, dans d'autres bouquins. Le fait de se battre avec des tours, pareil. C'est ça la limite. Non, mais j'étais vraiment à des moments, je fais, j'aurais adoré y penser. Il y a une histoire de monde projeté, de multivers. Ouais, et ça, moi j'ai pas tout compris. J'avoue, moi je l'ai lu il y a encore moins longtemps. Encore moins longtemps, ouais. Genre 1 heure, je pense. Et moi je l'ai pas lu. C'est moi le et plus pas dans des conditions. Et en plus tu l'as lu sur ton téléphone en speed. Dans le métro avec plein de gens. Donc, enfin plein de gens ne le lisaient pas, mais j'étais au milieu de plein de gens. Et j'avoue que j'ai pris un petit shoot de kiff comme toi. Genre c'est magnifique déjà graphiquement et en termes de mise en scène, de rythme, d'action, c'est mortel. Après, j'avoue, j'ai pas tout compris les différents mondes et tout. Il y a des choses que j'ai pas tout capté, mais je le relirai au calme et ça va bien se passer. Non, mais en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est-à-dire que tu commences tout de suite dans l'action. Oui, et, oui, c'est vrai. Et effectivement, ouais, les
3 premiers chapitres, tu fais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop bien. Je sais pas tout ce qui se passe, mais c'est trop bien. Et peu à peu, en fait, même bien avant le 3e chapitre, mais peu à peu, il commence à t'expliquer des choses tout doucement. Et en termes de structure, de narration, de la qualité et la dose d'information qu'on t'apporte au fur et à mesure, moi, c'est vraiment passé tout seul avec une structure du récit vraiment top. Il n'y a pas d'explication trop longue, trop intenable. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, j'ai compris, ça va, je zappe. Non, tu continues, t'es dedans. Et puis, visiblement, c'est connecté à Radiant, mais en fait, tu peux le lire sans connaître. Enfin, moi, je connais pas super bien Radiant et ça va, quoi. Tu peux rentrer dans le truc, t'es perdu comme j'ai pu l'être, mais je veux dire, tu as quand même l'impression de lire un nouveau truc, quoi. Donc c'est pas nécessaire de connaître Radiant. Non, même au contraire. Au contraire, mais je veux dire, vous avez jamais lu Radiant, foncez sur Fabula Fantasia. Vous aurez envie de lire Radiant après, soit. Mais oui, bah voilà. Mais c'est un tome 1 d'une qualité, mais non, c'est clair. C'est fou. Je pensais pas voir ça. Comme ça, je suis tellement content d'avoir lu Fabula Fantasia. C'est vraiment un super récit. Et le premier chapitre en couleur, c'est stylé aussi, ça. Les 10 premières pages. Ouais, c'est ça. Enfin, peut-être pas le premier chapitre, mais en tout cas, il y a une petite partie en couleur au début qui. Enfin, tu te dis, ah ouais, il est balèze là-dedans aussi, quoi. Vraiment, le mec. Ah oui, il est très balèze en couleur. Ça, en fait, il est balèze un peu dans tout. Ce manga, il est quand même vraiment balèze. Ça sort le 5 décembre. C'est un peu vraiment le cadeau de Noël, quoi. La surprise. On l'attendait pas parce que ça devait même sortir il y a 1 an ou 2, Fabula Fantasia. Hein. Ça avait déjà été annoncé. Quand on avait interviewé Tony, il nous en avait parlé. Exactement, ouais. Donc là, je pense qu'il l'a terminé un peu au cul du camion. Il a fait, voilà, c'est chaud. Allez-y. Joyeux Noël, 5 décembre. Allez, hop là. Mais voilà, ça sort et c'est trop bien. On vous en parle pas plus parce que voilà, on va pas rentrer dans l'histoire, on va pas dévoiler quoi que ce soit sur le scénario. Là, vous allez me spoiler moi si vous faites ça, donc non. En plus. Mais voilà, trop bien. Fabula Fantasia à suivre donc en cette fin d'année. Voilà, c'est le moment de terminer cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de cette année de création? Bah, moi, je trouve que c'est toujours agréable de voir que la proposition en création gagne en maturité. On le dit un peu chaque année, à chaque fois en se disant, ouais, c'est fou de se dire, putain, les auteurs, ils maîtrisent encore plus leur sujet. À chaque fois, on passe un cap et tout. Mais là, ce que je trouve, c'est qu'à la fois, la proposition, elle s'étend. On a de plus en plus de choses qu'on découvre parce que voilà, forcément, c'est naturel. Il y a de plus en plus d'auteurs et tout. Mais elle devient de plus en plus cohérente aussi. Tu vois, il commence à y avoir des segments qui se créent, des trucs où tu te dis, bah voilà, maintenant, tu peux avoir tes seinen de création, tu peux avoir tes shonen de création. On a parlé de Tony Valente, clairement, lui, il est sur du shonen et tout. Mais les autres titres dont on a parlé peuvent être plus dans un autre segment. Mais tout ça se construit petit à petit. Et moi, je trouve ça vraiment très cool de voir cette cohérence se développer. Et déjà, il y a un signe, c'est marrant. Genre, les 3 premiers titres dont on a parlé, que ce soit Ion, Shin Zero ou Odre, ils sont au même prix. Et je pense pas que les éditeurs soient mis d'accord ou quoi, mais genre, il y a un truc où. Bah en fait voilà, maintenant c'est comme ça. C'est une nouvelle catégorie. Et alors j'anticipe parce que peut-être qu'on va avoir des auditeurs qui vont dire oui, c'est plus cher que du manga habituel. C'est des titres qui sont à 13,50, un truc 13,50 pour Ion et 13,95 donc pour autour des 15 balles, un petit peu moins de 15 balles. Faut aussi vous dire que voilà, la création, c'est aussi comme ça qu'on la soutient et qu'on permet aux éditeurs d'en faire. C'est qu'il faut d'une certaine manière, c'est pas des bouquins qui coûtent la même chose aux éditeurs à créer. Ça demande plus de financement, plus d'investissement. Donc forcément, d'une certaine manière, ça se répercute au niveau du prix. Mais je pense que c'est des titres, en tout cas ceux dont on vous a parlé, ils méritent, ils valent ce prix-là. Et voilà, c'est aussi un effort à faire quelque part aussi pour soutenir la création. Et puis de toute façon, cet effort, vous le faites aussi, parce qu'on voit énormément de titres qui ne sont pas chez des éditeurs implantés, qui passent aussi beaucoup par des financements participatifs, pour lesquels vous êtes assez nombreux à mettre un peu plus que le prix d'un manga normal. La qualité est au rendez-vous, en vrai, ça le vaut, quoi. Exactement. Donc non, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus d'éditeurs indépendants, il y a de plus en plus... c'est trop bien. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est trop bien, c'est tout. Mot de la fin pour toi, Cagnard. Lisez Ion, vraiment. Si vous écoutez cette émission et que vous n'êtes pas tombé sur Ion avant qu'on en parle, lisez, c'est une pépite. Bon, plus sérieusement, franchement, tous les titres sont cool, mais... Non, mais le mec a fait une campagne électorale pour qu'on fasse une émission que de 1 heure sur Ion. Hein. Non, j'aurais bien aimé plus si on avait pu, parce que le pire, c'est que là, on n'a vraiment pas à tout raconter sur l'univers, mais enfin, je suis fasciné par exactement ce que vous dites. Le niveau augmente, et ce que j'adore,
j'adore, c'est que il y a encore pas si longtemps, on cherchait absolument à faire du manga français. Et là, j'ai l'impression qu'on est sorti de cette méta. Ça y est, on ne vise pas. On force plus, quoi. Ouais, on a réussi à faire du manga français avec des Radiant, des Dreamland et compagnie. Et là, maintenant, on va proposer des trucs qui sont beaucoup plus hybrides et surtout des trucs que des Japonais ne seraient pas capables de proposer. Exactement. Et c'est là que je trouve que la création, elle est vraiment passionnante en France. Et j'ai hâte déjà de l'émission de l'année prochaine dessus, quoi. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. La 5e de Couve est de retour la semaine prochaine. On parlera de Ugoreito. Il aurait jamais été capable d'écrire Yon, lui, par exemple. Ouais, mais je crois qu'il va peut-être sortir une bande dessinée en France bientôt. bientôt. Tu donnes le pitch de Yon à O'Great, on n'a plus du tout le même manga, je pense. Mais c'est parce que tu connais pas sa BD. Il sort une BD l'année prochaine. J'ai vu. C'est un truc de fou quand même. Bref, on en reparlera la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne semaine à vous. Ciao. Salut. Salut.